Salut, j'espère que tu vas très bien. Bon, je viens de parler de notre pleine lune éclipsée du 18 septembre prochain. Donc, comme tu le sais, parce que je crois que j'en ai parlé sur le dernier podcast, à partir du moment où on commence à rentrer dans les saisons d'éclipse, donc là, ça a commencé le 3 septembre dernier, nous entrons dans une période karmique. Et justement, je vais te parler un peu plus précisément, finalement, de ce que nous apporte cette pleine lune éclipsée. Quelle est sa vibration de base? À quoi peut-on s'attendre? Que notre attention soit simplement attirée là-dessus, que nous ayons à vivre peut-être une expérience en lien avec les énergies concernées. On va faire là, si tu veux bien, un petit point, en fait, un petit tour d'horizon sur le contenu karmique et sa vibration d'expression. Alors, la Lune sera donc conjointe à Neptune dans le signe du Poisson au moment de l'éclipse. Donc c'est important parce qu'on a quand même une dynamique aquatique, mais plus que marquée, avec une vibration qui est très féminine, auréolée d'un mysticisme assez incroyable, qui peut c'est l'idée du Nil presque un petit peu, hein. Donc un bisou à mes amis de l'île d'Aix au passage, mais ça a l'idée du Nil, ça a l'idée de quelque chose qui peut être très isolé, très intériorisé, très profond. Peut y avoir ce sentiment d'isolement, de solitude aussi. Saturne qui est en opposition à Mercure qui vient juste de passer sortir de sa zone d'ombre, nous parle aussi de la même chose, d'une difficulté communicationnelle, de distance, qu'elle soit géographique ou émotionnelle. Et dans le même temps, cette fusion Lune-Neptune nous fait justement vibrer sur des envies qu'on pourrait confondre sans trop se tromper avec des besoins de fusion, justement. Et on va développer un petit peu ce truc de besoin de fusionner qu'on peut ressentir dans les espaces relationnels. Et pourquoi, justement, dans les espaces relationnels, plus précisément? Parce que dans le signe de la Balance, qui est actuellement porteur du nœud sud, et à chaque fois qu'une éclipse se déclenche, c'est en raison du rapprochement de l'axe nodal avec les lunaisons. Donc l'axe nodal est hyper activé en saison d'éclipse. Enfin, il est juste en train de faire son taf, quoi. Donc il est au boulot comme jamais. Là, il est très très visiblement au travail. À chaque fois qu'il y a une éclipse, c'est de ça dont il est question. Donc l'axe nodal nœud sud en Balance, qui est aussi du coup qui nous parle en fait à chaque fois justement de cette dynamique du nous, de l'axe relationnel, de la relation en face à face, en individuel, l'un face à l'autre, du couple, du duo, du binôme, du tandem, de ce que tu voudras qui fonctionne par deux, qui vient réveiller aussi des vieux archétypes de comment on pense le couple, comment on pense le duo, qu'est-ce qu'on attend en fait, comment on a besoin d'être nourri dans l'espace relationnel, quelle est notre attente émotionnelle. Il y a beaucoup de choses comme ça là dans l'espace de la Balance, qui a une tendance à chercher l'harmonie avant toute chose, ce qui peut souvent du coup l'amener d'ailleurs à un évitement du conflit. Et bien à cet endroit-là, on vient d'avoir Lilith, donc archétype féminin karmique d'excellence également, Junon, astéroïde féminin qui nous parle de l'engagement, comme son initiatrice dans la mythologie gréco-romaine. On a Vénus qui vient de passer, et on a la Lune qui vient de passer aussi il y a quelques jours de ça à ce même point. Donc là, on a une charge karmique féminine bien présente là, qui est bien activée ici. On a la même charge karmique féminine, mais pas avec les mêmes expressions vibratoires de l'autre côté. Donc on a, comme qui dirait, il y a quand même quelque chose qui est un peu d'un parfum potentiel d'Amazone, dans la manière dont a été activée l'énergie féminine en Balance. Lilith dans l'énergie de la Balance.
elle aurait tendance à poser la question, oui, on est pareil, mais on est pareil comme toi ou on est pareil comme moi, quoi. Et à venir activer du coup le contre-pied d'une Nord en Bélier qui est un peu plus individualiste, mais est-ce pour les bonnes raisons? Bon, voilà. Ou en tout cas, il y a une volonté toujours un peu sous-jacente de contrôle derrière l'activation lilithienne de quelque chose, de désir de contrôler quelque chose, et en même temps qui parle quand même de cette idée d'un manque qui n'est pas destiné à être comblé, c'est-à-dire d'un vide sensitif, émotionnel, qui est juste décidé à ne pas être comblé. Donc Lilith en Balance, elle parle aussi du vide et de l'espace relationnel qui n'est pas destiné à être comblé. Donc c'est très très particulier. Hein. On a la dilution avec toute cette eau. Sous cette eau lunaire, on a l'éloignement, l'isolement dans la communication avec l'opposition Mercure-Saturne. En plus, bon, c'est vraiment flottant, hein, c'est-à-dire que Saturne est quand même rétrograde, hein, donc on n'est pas sur une énergie qui est la plus franche du collier quand même. Hein, il y a un voile au-dessus de tout ça. Donc c'est intéressant de regarder, d'être attentif, de bien faire fonctionner son libre arbitre, c'est-à-dire de se servir du coup de l'énergie saturnienne là pour canaliser ce Mercure en Vierge qui est justement plutôt doué en ce qui concerne l'expression de son libre arbitre. Et du coup, comment on fait pour canaliser? On essaie d'être d'adopter une forme d'économie de la pensée, et ça passe pratiquement par quelque chose qui est de l'ordre de la rééducation si on est très sujet à ça. Mais à partir du moment où on se voit, où on s'observe partir sur une rumination mentale ou dans des chemins de supposition mais absolument stériles, là c'est Toltec attitude à invoquer, c'est-à-dire ne pas faire de suppositions et s'en tenir là. Et sinon comprendre quand même quand on est en train de faire une supposition que les émotions qui naissent autour de ces suppositions-là, et notamment si c'est des émotions de peur ou etc., est-ce qu'elles ont vraiment une légitimité? C'est-à-dire qu'on n'est pas dans des vécus réels, mais on arrive à se faire du mal en ruminant mentalement. Donc stop, on descend, on regarde ce qu'on est en train de faire. A priori, notre énergie cérébrale est utilisée là sur quelque chose d'assez peu fertile en résultat. Donc on souffle, on respire, on break sa posture physique déjà pour commencer, on change son corps de position. Si c'est le soir dans le lit, on n'hésite pas à tout de suite prendre des décisions drastiques et on se relève et on va boire un verre d'eau, et c'est pas grave pour les 5 minutes de sommeil de moins. Finalement, de faire cet exercice-là à ce moment-là, ça va peut-être éviter plutôt une nuit d'insomnie. Et au contraire, certains justement pourraient être dans tout le contraire de l'insomnie et être du coup dans quelque chose au contraire de l'hypersomnie, de vraiment dormir beaucoup sur ces temps d'éclipse. Là, c'est pareil, il y a ce besoin de quand même faire un peu comme une forme de saine opposition à la grande fatigue, et trop grande fatigue surtout. Hein. C'est quand le nombre d'heures de sommeil devient anormal que ça va parler. Mais si on sent que là on a beaucoup trop de besoins de sommeil et que vraiment le matin c'est dur, il faut essayer de faire un peu opposition à cette impression-là, parce que c'est très très aspiratif en fait. Hein. C'est important de se mettre des déclencheurs et de faire preuve en fait d'un engagement sain vis-à-vis de soi-même pour pas se laisser non plus dormir trop longtemps. Parce qu'il y a toujours un moment où le sommeil peut s'apparenter à une fuite, et notamment là, dans cette configuration Lune, Neptune, Poisson, et la manière dont ça résonne avec les autres planètes autour, oui, il peut y avoir vraiment quelque chose de la fuite dans le sommeil. Dans le sommeil, mais pas que dans le sommeil. Hein. Ça peut être dans toute forme d'addiction, quelle qu'elle soit, quelle qu'en soit la forme, qu'elle soit acceptée socialement ou non acceptée socialement. Tout type d'addiction nous tend les bras dans ces espaces-là. Et justement, l'une des formes en fait d'addiction dont on parle assez peu, c'est tout ce qui parle aussi des systèmes et des schémas de codépendance relationnelle.
avec une énergie féminine qui est là vraiment un peu pelée à vif, pelée à vif d'un côté, et de l'autre côté un peu Calimero, on dirait la Neptune, Lune, ça peut être la noyade dans les larmes, ça peut être un peu tristus, vraiment, ça peut vraiment nous amener en fait des images d'énergie pas hyper rigolote, quoi, cette éclipse lunaire, mais prenons garde quand même à ne pas nous laisser envahir par trop de points qui sont du karma collectif, et notamment, tu vois, les énergies du karma collectif qui sont vraiment associées, je trouve, énergétiquement à cette conjonction Lune-Neptune. C'est l'archétype éclipsé en plus, c'est l'archétype des recluses, par exemple. Les recluses qui étaient ces femmes. Alors bon, je pense que ça s'est fait dans de très très nombreuses villes de France, mais je sais qu'à Bordeaux ça a été le cas notamment, où tu avais dans la période moyenâgeuse des femmes qui faisaient vœu d'être enfermées dans des petits cagibi en pierre, souvent insérés dans les remparts des villes, à l'endroit où il y avait les ouvertures des villes, les portes des villes. Juste une petite ouverture pour faire passer les aliments, enfin ce qui avait besoin d'être donné à cette femme-là qui était la recluse. Et en fait, la femme s'engageait, finalement, faisait de sa vie une défense de la ville. C'est-à-dire que son objectif de vie, c'était de prier pour pour la protection de la ville. Donc c'était vraiment un vœu particulier, violent, parce que de toute façon dans une dynamique d'enfermement, mais alors complètement aussi mystifié, puis pas forcément en plus reconnues sur le plan de la société de cette époque-là. Enfin, elles étaient vraiment tout à fait dépendantes du fait que quelqu'un veuille bien leur donner à manger, par exemple. Il n'y avait pas de rôle de personnes attitrées en face, donc il fallait que ça fonctionne plutôt bien, même si très concrètement leur temps de survie dans cet enfermement total et quasiment sans lumière était plutôt court. Donc ça durait pas non plus 30 ans, quoi. Mais voilà, c'est l'énergie de la recluse. Alors, juste pour aller jusqu'au bout, pour que tu te fasses quand même une idée de la couleur de cette énergie, qui étaient les recluses, souvent des femmes, alors souvent, non, toujours, pardon, toujours des femmes veuves, la plupart du temps, qui se retrouvaient dans des difficultés de vie particulières, éplorées, inconsolables, qui ont besoin en fait de remettre, c'est comme ça qu'on le dirait aujourd'hui, mais de mettre un sens profond à leur vie et une dévotion profonde à leur vie, et de renouer en fait avec une croyance que peut-être par leur sacrifice ultime d'elles-mêmes, c'est vraiment l'énergie sacrifice du poisson, par l'énergie de sacrifice d'elles-mêmes, elles font du bien, parce qu'elles vont prendre la charge de la misère du monde sur leur dos. Et souvent, leur vie, avant d'être recluse, ressemble à une vie de misère qui a posé, pour qui la misère du monde, que la misère du monde n'a pas épargné. Pardon, je vais réussir à finir mes phrases quand même. Enfin, j'espère. Bon, donc c'est pas foufou, quoi. C'est pas non plus, c'est pas non plus une destinée d'incarnation qui fait vibrer. Mais si on y prend garde, on pourrait se dire, oui, mais avec tout ce que j'ai souffert, quand même, et que je serais un petit peu en mode d'expression, de Calimero, que je me sentirais un petit peu victime de ma vie, et que je pourrais envahir l'espace émotionnel des autres aussi avec cette manière de me présenter en victime de ma vie, alors que le fond il est pas vraiment ici, en fait. C'est peut-être pas vraiment tout à fait comme ça que ça se pose. Cette dévotion complète à une cause, cette fusion à une cause, qui peut être la même chose quand on se dévoue à l'autre, dans un couple, par exemple, quand on cherche cette absolue fusion. On parle de la même chose.
La fusion, c'est une expression de la codépendance, hein, c'est ce que je disais un petit peu en amont, mais avec cette question sous-jacente, ok, on est pareil, on ne fait qu'un, mais à quel endroit finalement je peux être moi, et à quel endroit tu peux toi aussi être toi, ou est-ce que cette fusion nous amène à un contrat de loyauté injuste ou déséquilibré, hein. Et énergie de la balance, hein, avec Lilith, hein, donc où est-ce qu'on appuie sur les déséquilibres, hein. C'est ce besoin de fusion là, il est vraiment, je trouve, à l'image de cette de ce manque lilithien, ce manque qui n'est pas à combler. C'est-à-dire que on sait quelque part que toutes les rêves de fusion, tout ce qu'on a pu vivre comme situation qui pouvait présenter des traits fusionnels comme ça, on sait qu'il y a un moment donné où ça frictionne, qu'il y a un moment où tout d'un coup il y a quelque chose qui ne va plus, que selon nos expériences de vie, et notamment d'ailleurs, si en plus Poisson, énergie mutable, hein, donc on est sur des potentiels d'adaptation assez surprenants aussi. Ce qui veut dire que les mécanismes de suradaptation sont aussi légion, quoi. Et jusqu'où est-ce qu'on va se suradapter, et à quoi on va se suradapter? Donc se suradapter à l'autre, donc là directement dans le couple, et de manière à maintenir en fait l'illusion de quelque chose qui fonctionne. Alors c'est assez drôle en fait, parce qu'il y a des codes de fonctionnement de couple qui sont hyper parlants. Pour justement définir si on est dans un leurre concernant l'expression d'une fusion, quoi. Il y a beaucoup de petits codes sur les modes de fonctionnement de couple qui sont très très parlants de l'énergie sous-tendue en fait dans le couple. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails là parce que sinon ça va durer 3h30. Mais ça serait intéressant d'en parler un jour, hein, par contre. Mais la suradaptation, elle ne vient pas forcément que de avec le fait de la personne qui est en face. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement la suradaptation au couple, à l'énergie du couple, n'est pas forcément le fait de l'autre en face. Et c'est pas parce que l'autre est particulièrement exigeant. Parfois, on se suradapte pas à ça. Parfois, on est en train de se suradapter à une pression sociétale. Ah oui, mais comment ça? Mais à ton âge, t'es pas en couple, t'as pas d'enfant, t'as pas fait de famille, etc. Pour peu qu'on ait des archétypes un peu piquantes dans la famille autour de ça, c'est compliqué de se défaire de cette image-là et de cette vibration-là. Il y a plein de processus finalement qui peuvent nous amener dans la suradaptation au couple, et notamment aussi et surtout, et à mon avis ça va être un peu le fil rouge de ces mois à venir, parce que l'énergie de l'éclipse, je pense que j'ai oublié de te le mentionner, mais la planète qui va ensuite après déclencher l'éclipse, bon je vais pas rentrer dans le détail du truc, mais ça sera Vénus, et ça sera au mois de janvier. Donc en plus un déclencheur féminin derrière aussi, hein. Et je pense que l'une des facettes un peu masquées, un peu cachées de cette lunaison là, c'est la suradaptation à une ambiance aussi de lignée féminine, clanique, hein, clairement, parce qu'on a aussi Mars qui est dans le signe du Cancer là, qui est quand même Cancer, la planète maîtresse du Cancer, la Lune. Mars est dans cet espace-là. Donc on a des aspects de défense clanique. Et vraiment, les lignées de femmes sont particulièrement concernées. Donc c'est un bon moment pour quoi faire. C'est un bon moment pour prendre appui, en fait, sur le chemin parcouru par nos anciennes. Pour recontextualiser aussi, pardon, hein, mais c'est vraiment exclusif. Là, la charge féminine est tellement importante. Évidemment que le masculin, de l'autre côté, il a aussi son job à faire, mais le focus là est vraiment mis sur l'énergie féminine. Donc là, je vais vraiment me centrer là.
Mais ça t'empêche pas, si t'es un homme, d'observer tes lignées féminines, hein, d'ailleurs. Hein. Tu en descends aussi. Hein. Donc, même si l'impact sur toi n'est pas le même, l'impact est certainement présent dans le choix de tes compagnes, de tes collègues, de tes voisines, de tes patronnes, du coup. Enfin, voilà, tout ça, quoi. Donc ça, c'est à un autre endroit que ça vient se montrer. Donc excellent moment pour recontextualiser en fait le chemin de nos anciennes, et notamment pourquoi pas de se plonger sur les moments temporels de leur histoire, l'endroit où est-ce qu'elles vivaient, où est-ce qu'on en était, parce que évidemment t'as quand même des distorsions dans l'espace et dans le temps qui nous éloignent quand même complètement. Enfin, parfois encore plus de génération à génération. Si tu prends une famille urbaine depuis, qui est installée dans les centres-villes depuis, on va dire 1925, t'as une dynamique contextuelle de la ville qui s'est faite quand même assez rapidement. Si en 1925, ta famille est dans un milieu rural, et que les 3 générations derrière toi, vous êtes dans des situations super citadines, il y a un énorme bond en avant sur les potentiels mis à disposition et les capacités, les offres, les outils, les services qui peuvent permettre de se donner d'autres moyens que ceux qu'ont eu les anciens précédemment pour faire les jobs auxquels ils étaient attendus. Je pense notamment à tout ce qui est les dynamiques introspectives, etc., qui peuvent demander du temps, que ce soit dans des suivis thérapeutiques standards ou même autre chose. Hein. Bon, ça ne veut pas dire que dans l'espace rural, tu fais rien, mais tu l'exprimes pas de la même manière. Et surtout, d'ailleurs, je pense que tu ne l'exprimes pas. Toutes ces générations-là ne l'expriment pas. Après, dans les villes, tu as le revers de la science qui arrive quand même beaucoup plus vite et qui parle du coup de psychologie, etc., dont on ne parle pas au même moment dans l'espace rural. Après, on en parle beaucoup plus tard, mais il y a un décalage dans le temps. Et c'est normal parce que de toute façon, l'information circule aussi beaucoup moins vite à cette époque-là et qu'il faut tout remettre en perspective. Aujourd'hui, on a Internet, où que tu sois dans le monde, tu tapes et que tu as une connexion, tu tapes ce que tu as besoin de savoir et l'Internet mondial te donnera ce que tu as besoin de savoir. Mais voilà, on a aujourd'hui en 2024 des incroyables possibilités d'ouverture sur le monde qui nous permet d'entrevoir des solutions à des difficultés ou de pouvoir lire le chemin de nos vies et le chemin de nos familles sous un autre angle. On a cette possibilité de mettre en corrélation finalement beaucoup d'éléments entre eux qui parviennent à donner un sens sain, juste et posé. Des choix qu'on dû, qu'on pu ou qu'on n'ont pas pu ou n'ont pas voulu faire nos anciennes et qui ont été certainement des sauvetages pour elles à ce moment-là, mais qui peuvent peser sur nos épaules. Et notamment, quels sont les choix de constitution de couple que nos anciennes ont fait. Quelle était la dynamique fondatrice du couple, du tandem, du binôme. Cette éclipse vient me poser ça comme question, pardon. J'ai un français déplorable. En ce moment, c'est terrible. Même une amie qui m'a dit qu'elle allait faire une capture d'écran de toutes mes fautes que je faisais en ce moment. C'est dire, quoi. C'est question de fond. Quels sont les fondements des couples de la famille ? Quelle est la place de l'énergie féminine dans la famille ? Quelle est sa dynamique ? Qu'est-ce qu'elle apporte ? Et ça n'est pas neutre parce que Vénus, il y a toujours la question de l'argent aussi derrière. Et donc, quelle était la dot ? Et on se rappelle, ça c'est quelque chose que j'ai expliqué, j'ai fait un petit cours là-dessus dans le module préparatoire au stage exploration de nos héritages, des constellations familiales assistées par l'astrologie, que j'organise chez moi les 12 et 13 octobre prochains.
T'as les liens sur mon site et sur mon Instagram dans la bio, donc n'hésite pas à aller y faire un tour ou à me contacter tout simplement. Si tu veux plus de renseignements, c'est avec plaisir que je ferai un petit brin de papote avec toi. Exploration de nos héritages, oui, et ben je ne sais plus encore une fois. Oui, c'est ce que comment se font les couples. Et donc dans le module préparatoire à ce stage, qui est un petit module de quelques heures, qui n'est pas trop exigeant en termes de temps à y passer, je t'explique justement comment c'était les modalités de fiançailles et de mariage. Où au moment des fiançailles, au moment où les futurs épousés en fait se déclarent l'un à l'autre, soit on est sur quelque chose qui est déjà en place depuis un petit bout de temps et au moment où les fiançailles se passent, il faut savoir que toutes les questions qui relèvent de la maison 8 en astrologie, argent et sexualité intime, et l'intimité, maison 8, pour faire très très bref. Donc ça veut dire quoi valider en fait l'intimité du couple par l'intermédiaire de l'établissement de la dot. Et les pères des futurs épousés se mettaient d'accord à ce moment-là. Donc c'est des processus vraiment de transformation de maison 8, c'est des processus très très karmiques. Cette notion de fondement du couple. Fondement du couple, pas fondement de la famille. La fondement de la famille, après, on parle plus de la maison 4, mais quel est l'accord tacite, l'accord intime? Parce qu'évidemment, ceci n'est jamais rendu public, sauf dans des mariages qui sont des mariages publics, donc qui ont une notoriété parce que aristocrate, parce que si, parce que ça, etc. Médiatique en tout cas, une notoriété médiatique en tout cas. Mais non, ça c'est dans l'intimité des dots en fait que se passe tout ça. Et ensuite, il y a le processus du mariage en tant que tel. Et quel est du coup l'accord en fait? C'est toujours intéressant de regarder dans une certaine dynamique quand on n'a vraiment aucun indice pour comprendre l'accord, le fondement d'accord du couple, de regarder les cartes des pairs ensemble et de voir jusqu'où en fait ils ont des points communs. Et cartes astrologiques et puis après les cartes vibratoires, décodage des vibrations tout simple, les prénoms. La saison, le métier, etc., etc. Et on comprend en fait beaucoup de choses en passant tout ça au décodage symbolique pour voir finalement quel était le terreau. Donc ça, pas même question pour nous finalement. Qu'est-ce que c'est pour nous le couple? Qu'est-ce que c'est l'image du couple? Est-ce que c'est une protection? Est-ce que c'est un boulet? Est-ce que c'est finalement quelque chose dont on pensait ne pas pouvoir se passer? Puis finalement ça va très bien, merci. Ou au contraire, c'est quelque chose dont on rêve incroyablement et qu'on n'arrive pas à réaliser? Est-ce qu'on est dans un rapport fluide ou dans un rapport un peu exigeant? Quelle est la qualité de notre cahier des charges qui pèse sur notre couple ou sur le couple que l'on veut construire? Bon, tout ça, quoi. Qu'est-ce que c'est notre idée du couple? Alors, tu peux t'accompagner là vraiment pendant 2 mois avec tout ce champ de questions sur la résonance autour du couple. Et puis, tu peux du coup interroger pas mal de choses aussi. La Saint-Valentin, c'est quoi pour toi? C'est quoi le mariage? C'est quoi tes valeurs? C'est quoi la valeur de l'engagement? Sur quoi ça repose? Quel sens tu mets à un contrat en fait? Toutes ces questions qui vont venir finalement peut-être te proposer des révisions de ce qu'étaient aussi tes valeurs, que tu pensais être les valeurs fondatrices d'un binôme du couple. Et tu peux faire aussi la même remarque avec comment elle dit ma fille, ta BFF, quoi, ta best friend forever. Avec ton one-to-one préféré amical, quelle est ta valeur fondatrice, quoi. Quel est ton socle de base, où se posent les valeurs communes et quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. Bon, ça évite un petit peu après justement de plonger trop dans les mécanismes de suradaptation et de prendre de la distance aussi par rapport à ce que c'est justement ces notions parfois trop romantisées quand auréolées de sas karmique. Mais ça, j'en parlerai à un autre moment parce que c'est le sujet de l'apéro papote de ce soir à Bordeaux, le karma et les expériences karmiques, comment on les reconnaît. Donc je ferai peut-être un podcast à ce propos pour ceux qui ne peuvent pas venir un peu plus tard. Pendant la période karmique, bien sûr, mais un peu plus tard.
Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? Oui, donc un peu d'allant, il faut faire un petit peu de motivationnel. Là, Jupiter est en carré à tous nos trucs là partout, donc il est un peu comme un point pivot pour faire en sorte que les dynamismes s'expriment avec les qualités les plus intéressantes à vivre. Donc on n'hésite pas en fait à faire preuve de motivation intérieure, à être très attentif quand même à la manière dont on se nourrit émotionnellement et intellectuellement, parce que les appels de la nostalgie sont quand même assez puissants. Donc c'est pas le moment d'écouter la playlist de ton dernier chagrin d'amour, par exemple. Ça serait un petit peu s'enfoncer tout seul dans le marécage. Au contraire, c'est là où il y a un contre-pied intéressant à faire, et que c'est ça aussi, ne pas glisser désespérément dans le pli karmique. C'est aller se donner structuration saine, saturnienne, en se disant bon voilà, là je vais un peu ouvrir les chakras, plutôt que de me mettre en mode Calimero sous ma couette, je vais faire une balade en forêt. Je vais me balader en ville, je vais prendre un café avec une copine, tiens, si je me faisais un petit film au cinéma, etc. Et on va essayer de doper un petit peu son humeur. Donc attention, ne scie pas la branche sur laquelle tu es assis en allant cultiver une forme de spleen romantico-poétique dans les énergies de nos Baudelaire, de nos Verlaine, de nos Apollinaire, qui n'étaient quand même pas non plus les plus gros déconneurs de la littérature française. Très bon, très, très magnifique texte. J'en suis particulièrement friande, mais on ne les lit pas pour rigoler, quoi, en fait. C'est pas là que tu te prends l'éclat de rire le plus mémorable de ta vie, quoi. Donc, on essaie de regarder un petit peu vers le haut. On peut jouer beaucoup avec les couleurs. Alors, couleurs, les crayons de couleur aussi, notamment. Tout ce qui est activité de coloriage, si tu es soumis aux ruminations mentales. Choisis des couleurs vives, évite les pastels, s'il te plaît. En tout cas, en ce moment. Mais choisis des couleurs vives, des couleurs tranchées, des couleurs puissantes, qui t'évoquent des dynamiques positives. Applique-toi. Saturne va faire attention à ce que tu ne débordes pas des traits, et ça peut te permettre aussi de pouvoir décrocher un petit peu, de poser le vélo, de t'apporter un peu ce repos mental, ce souffle en fait, des synapses de tout le cérébral. Ça peut vraiment te faire du bien, donc n'hésite pas à t'équiper d'un petit carnet, d'un petit livre de coloriage, faire des petits mandalas, des choses comme ça. Vraiment, ça peut paraître ridicule à expliquer de cette manière-là, mais c'est vraiment, vraiment d'un très grand soutien. Est-ce que je t'ai tout dit? Non, et pourtant j'avais pris plein de notes, mais j'ai mon cahier plié sous le bras. Et j'ai l'impression que j'ai tout dit quand même, mais enfin de ce que j'avais noté. Le reste on développera à un autre moment, si tu veux bien, si ça t'intéresse. N'hésite pas à me contacter si tu as envie qu'on approfondisse un sujet, si tu as envie qu'on aille un petit peu plus loin dans ce que je t'explique de temps en temps, ou si je ne suis pas claire, je suis vraiment très à ton écoute, et n'hésite pas à me faire un petit mot, je suis toujours très très contente. Donc la suite bientôt de cet épisode karmique qui, je pense, va nous donner sur le plan collectif un certain nombre d'observations à voir. Peut-être justement ces notions de couple, de fondement des couples. Là en France, la question commence à être de plus en plus posée là aussi sur le fondement des couples, des politiques entre eux, et c'est intéressant. C'est intéressant. Allez, je t'embrasse bien fort.